Moi, je vois ça comme ça que la bientraitance, c'est sûr qu'on pense tout de suite à la maltraitance. Puis, je vois ça comme un cercle, que la bientraitance, il en faut pour prévenir la maltraitance. Puis ensuite, lorsqu'il y a maltraitance, malheureusement, il y en a, on a besoin de la bientraitance pour mieux guérir de cette maltraitance-là. Puis je vois que la bientraitance a sa place, peu importe les situations. Dans le milieu policier, on parlait de bienveillance. Je m'identifie beaucoup à ce mot-là, la bienveillance. Parce que policier, on pense surveillance, on pense ils vont patrouiller la nuit quand on dort, ils vont protéger, sécuriser les rues, s'assurer d'augmenter le sentiment de sécurité. Quand il y a une injustice, on pense à la balance de la justice. Parce que, comme je dis souvent à mes enfants, puis je dis ça aux intervenants, puis c'est tout le temps très drôle, parce qu'un cadre, c'est de l'amour. Dans le fond, quand on encadre, c'est sûr qu'il y a une façon de le faire. Là. Je parle pas de façon contrôlante. Il faut laisser place à l'autonomie. Mais quand on met un cadre, souvent, c'est pour accompagner la personne, pour si jamais un petit écart de conduite, la remettre sur le bon chemin. Ou quand on est désorganisé, on sait pas trop où aller, on a besoin de ces règlements-là. Fait que je le vois comme ça. Puis un cadre, ça protège les personnes plus vulnérables, ça protège les victimes. Puis si jamais il y a un écart de conduite, ces personnes-là aussi, des fois, ont besoin d'aide. Dans chaque intervention, du moins, on essaye le plus possible, c'est de l'intégrité. L'intégrité, c'est important. La transparence du service de police dans une intervention. On devient neutre. Souvent, quand on arrive à une intervention, on dit « Moi, je suis pas là pour avoir un parti pris. Je prends des faits et je veux faire de la médiation. » Pour justement, oui, il y a un cadre de loi, mais on est transparent à travers ça. L'engagement, évidemment, s'investir dans nos interventions. Puis, le respect. Le respect, c'est tellement d'à propos partout, dans tous les sujets dans la vie, on peut dire, de tolérer, d'être tolérant et d'accepter toute différence. Le respect de la personne, la mettre au centre de l'intervention. On est formé à l'École nationale de police du Québec dès nos jeunes moments en tant que policiers. À travers nos interventions, on y greffe ces 4 axes que vous voyez. La bientraitance, c'est pas juste de prendre la plainte. Vision policière, c'est d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour. Je vous dirais que c'est humaniser l'intervention policière, oui, à travers les valeurs organisationnelles que je vous ai nommées tantôt, mais mettre une petite touche du policier. Le policier a sa couleur aussi. Puis on aime ça, être investi, mettre la personne au centre. Puis nous aussi, on veut s'investir dans l'intervention. Moi, ça fait 15 ans que je suis policière déjà. Ça a toujours été sans que je le voulais. Ça s'est fait tout seul. C'est déstigmatiser le rôle d'un policier. Rendre ça incarné, plus humain. On est là, on est un outil parfois pour aider le citoyen. Mais c'est le côté humain. On veut aider d'une autre façon, accompagner. En bientraitance, voilà. Alors, pour moi, la bientraitance, c'est avant tout une culture. C'est une culture qui inspirant des actions individuelles et des relations collectives au sein d'un établissement, d'un service ou encore auprès d'une personne. Cette culture-là vise à promouvoir le bien-être des personnes en gardant à l'esprit le risque de la maltraitance. C'est une manière d'être, d'agir et de dire. En résumé, pour moi, la bientraitance, ce sont tous les aspects de la bienveillance. Alors, quand on parle de bienveillance, gentillesse, empathie, solitude, etc., en tenant compte également des souhaits et des désirs des individus. Alors, pour moi, c'est un amalgame. C'est vraiment de la bienveillance et en tenant compte des souhaits des gens. Alors, les impliquer dans leurs décisions. Pour moi, c'est ce que c'est la bientraitance. Aujourd'hui, je viens plutôt comme porte-parole du côté intergénérationnel, donc par l'entremise du projet Un ado, un aîné. Juste pour le résumer en quelques lignes, c'était un projet dont le nom, on jumelait un adolescent, un aîné. Chacun avait un projet personnel qu'il voulait accomplir, puis ils se motivaient 1 à 2 fois semaine, par téléphone ou vidéoconférence, à accomplir chacun leur projet. Donc, c'est idéalement, puis je dirais même plus qu'idéalement, une relation égalitaire,
dans les deux sens, donc vraiment une relation. On peut se poser la question, est-ce qu'on juge que l'autre est vulnérable et c'est la raison pour laquelle on doit être bientraitant? La bientraitance se reflète dans les lignes de conduite que l'on se donne lorsqu'on rentre en communication avec l'autre. Donc, dans le cas, par exemple, d'un projet intergénérationnel, la bientraitance, c'est vraiment une cible. La réception va dépendre de l'intention et de la façon dont l'autre personne la donne. Pour moi, être en relation de bientraitance avec l'autre, puis naturellement avec soi-même, parce que ça se passe toujours à deux, j'ai appris à une époque, lors de mes études en médiation humaniste à l'Université du Minnesota, l'importance de bien connaître trois choses. Ces trois choses, ils forment un triangle. Il s'agit juste d'en être conscient. Chaque angle du triangle, dans chaque angle du triangle, on a l'affinité, on a la communication, puis on a l'authenticité, qui est aussi la congruence. Alors, ces trois éléments de base sont la base, en fait, de la bientraitance. L'élément le plus important dans les trois, toutefois, c'est vraiment l'affinité. L'affinité avec l'autre, elle peut venir facilement quand l'autre personne nous ressemble. Mais parfois, elle vient moins facilement pour plusieurs raisons. On pense que l'affinité va finir par venir ou qu'elle va venir avec le temps, mais on ne réalise pas qu'on peut l'initier. Elle se construit, puis qu'elle se répare si elle est brisée. L'affinité, c'est dire à l'aîné, « Hey, c'est OK. Tout est OK. La situation est OK. » Et aussi, c'est d'être porteur. On n'a pas toujours besoin de le dire, mais d'être porteur de ce OK-là. Certaines personnes sont naturellement habilitées à générer l'affinité. En même temps, tout le monde peut l'apprendre. Il suffit d'en avoir l'intention et de comprendre qu'une communication ne peut réellement pas très bien se faire s'il n'y a pas d'affinité. Parfois, les enfants d'aînés tentent de prendre en charge leurs parents en décidant pour eux. Ça coupe l'affinité parce que l'aîné n'a pas été consulté. Dans le cas de fragilité cognitive, il existe aussi d'autres moyens pour garder ce lien-là d'affinité. Parfois aussi, ce qui se passe entre l'aîné et son enfant, c'est que l'aîné ne sent pas que son enfant est de son bord. Dans cette coupure d'affinité, la communication, la connexion échoue et tout le monde finit par être frustré. Pour moi, ce que la bientraitance et l'affinité veut vraiment dire, c'est un peu comme le logo que vous avez magnifiquement créé, Carmen. C'est « Hey, on est ensemble, on est ensemble ». Pour maintenir la bientraitance et l'affinité, on a besoin de communication et d'authenticité. La communication, c'est vraiment le moyen qui permet à chacun de mieux se comprendre et de partager ce qu'il pense puis ce qu'il ressent. Maîtriser les bases d'une communication saine, c'est vraiment essentiel. La communication, elle peut être verbale ou non. Parfois, c'est bon de dire des choses, puis parfois, c'est peut-être mieux de rien dire. Alors, on peut comme faire un café, c'est une autre façon de communiquer, puis juste dans ce geste-là, ça valide la relation, puis ça maintient l'affinité. L'authenticité. L'authenticité, c'est la nature même de l'être humain. Quand on entend quelqu'un puis qu'on reconnaît son authenticité, on ouvre. Puis ça nous permet de reconnecter avec notre vraie nature. Puis on oublie momentanément celle que l'on croit être. La congruence, c'est une des formes de l'authenticité. C'est faire en sorte que les bottines suivent les babines. Ce que vous dites est ce que vous faites. Si vous dites que vous serez là à 10 heures, c'est d'être là à 10 heures. Puis cette authenticité et cette congruence maintiennent donc l'affinité et bien sûr la bientraitance.
Mais au-delà du triangle, c'est de voir un être qui est là puis qui n'a pas d'âge. C'est de voir la personne aînée au-delà de son apparence et de son corps. C'est seulement de cette façon qu'on peut vraiment prendre soin. Le vrai travail se situe dans notre connexion, d'en voir réellement l'autre, d'en apprendre comment faire cela, parce que c'est un art. Tout le monde peut l'apprendre. C'est tellement important de rencontrer l'autre là où il est. Certaines personnes aînées peuvent parfois être amères, fermées. D'autres vivent des deuils. La bientraitance, c'est permettre tout ça. Être témoin de leur perte, de leur souffrance, puis juste offrir cela, c'est plus grand que juste tenter de les comprendre. Le premier avantage qui me venait, c'est vraiment dans le choix du mot bientraitance. C'est dans ce mot-là, c'est comme je vois comme un phare qui éclaire la direction puis l'intention. L'objectif est dans le mot. C'est plus fort pour moi que le mot maltraitance. Puis l'utilisation, parce que c'est un nouveau mot, ça m'a amené vers la réflexion. Puis on a tendance à tourner l'attention vers quelque chose de positif, c'est attirant. Alors le mot maltraitance, pour moi, reconnaît la problématique. Et le mot bientraitance, ça guide vers la solution et ça permet l'action. Y ajouter la bientraitance, c'est amener la lumière et l'espérance d'un monde meilleur. C'est vraiment réhumaniser et ramener le cœur, le rapprochement, la confiance, la sécurité puis l'harmonie. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Puis imaginez-vous si tout le monde adhérait aux pratiques bientraitantes. Alors, c'est certain que les aînés se porteraient tellement mieux. Ils se sentiraient respectés dans leur dignité, pourraient continuer à s'épanouir, auraient une meilleure estime d'eux-mêmes, se sentiraient inclus, se sentiraient en sécurité. Le monde serait tellement plus beau. Alors, mon Dieu, si tout le monde était bien traitant, c'est ce que j'aspire, évidemment, pour le meilleur de nos aînés et de tout le monde, finalement. Vraiment, on peut dire qu'il y a vraiment plusieurs besoins des deux côtés. Donc, autant du côté des aînés, mais aussi des adolescents ou des jeunes adultes. La bientraitance, ça va aussi dans leur sens. Donc, dans les deux cas, c'est d'offrir des possibilités d'implication. Comme je disais, il y a plus de besoins qu'il y a d'offres, souvent. Donc, offrir des projets. Par exemple, dans le cas d'un ado, un aîné, la FADA qui était associée avec la Polyvalente des Monts, principalement l'Option des Amériques, qui véhicule des valeurs dont l'engagement, l'ouverture, l'empathie et l'implication auprès de leurs étudiants. Mais les responsables de la Polyvalente, surtout dans le contexte de la pandémie, il n'y avait pas vraiment de possibilité ou d'opportunité de les mettre en pratique. Donc, je vais citer, en fait, le responsable de l'Option des Amériques, Jacques Fraser, qui dit « C'est une excellente opportunité pour nos jeunes de démontrer une ouverture sur les autres. » Ce rapprochement intergénérationnel permet d'activer les valeurs de l'Option des Amériques chez nos jeunes. L'avantage d'une intervention policière bien traitante, qu'est-ce que ça peut faire justement en plein dans le mille avec cette question? Premièrement, on augmente le lien de confiance. Établir un lien de confiance, discuter avec la personne avant, pas arriver, bon, ben pourquoi vous portez plainte? Non, bonjour, OK, je m'en viens ici aujourd'hui, comment vous allez? Vous aimez les fleurs? Tu sais, je veux dire, on parle d'autre chose avant d'arriver direct au but, c'est un respect aussi d'un départ, on rentre dans l'intimité, c'est dur de parler d'un événement qu'on se sent insécure, parce que souvent, quand on appelle la police, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On est vulnérable, on se sent vulnérable. Fait que je trouve qu'en ayant un lien de confiance plus profond,
bien, ça fait qu'on va peut-être pas, j'ai un doute, je vais appeler ma personne de confiance à cause de l'intervention bien traitante. Il y en a plusieurs qui nous rappellent, ou même personnellement, on laisse notre carte. Il m'appelle moi, puis il dit « Hey, je vous ai vu la dernière fois, puis là, j'ai une question à vous demander. J'aimerais ça savoir. » Fait qu'on sert de référence aussi par la suite. Puis ça, je trouve, c'est l'impact de la bientraitance niveau intervention. On touche directement aux besoins essentiels d'un être humain, que ça soit psychologique ou physique. Puis un autre petit exemple, quand on parle de vulnérabilité, ça me touche parce qu'on pense que c'est mal. Puis souvent, niveau aîné, j'entends souvent « On n'a pas appris, on a peur de déranger. » Puis ça, on dérange pas. Il faut justement oser appeler. Puis si vous êtes gêné, vous pouvez demander à un autre adulte de comment trouver vos personnes avec qui. C'est pour ça que c'est important d'avoir un lien de confiance puis de bien communiquer pour que les gens osent. Parce que des fois, c'est pas mal. Puis si on parle le mot vulnérable, il y a plein de sortes de vulnérabilité. Mais moi, je mets ça de l'autre côté. Peut-être que c'est l'agresseur qui est trop bien formé, hein? Peut-être que c'est le fraudeur qui a trop des bons trucs, qui réussit à nous usurper. Fait que je me dis, il faut pas prendre ça que c'est pas de notre faute. On a des fois besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'outils. Comme je parlais de renforcement des mesures préventives, si on met un détecteur de mouvement, il y en a qui se mettent des caméras, si on met, tu sais, des fois, ça nous donne juste des outils pour se sentir plus en sécurité puis moins vulnérable. C'est là que j'ai réalisé que la bientraitance, elle dit, te rappelles-tu? Elle dit, t'as fermé le rideau à m'emmener pour pas que les autres voient. J'ai dit non, je m'en rappelle pas. Elle dit, tu m'as regardé, tu m'as dit, garde, je suis là pour vous, je vais vous aider, je vais essayer de faire mon possible. Elle dit, ces paroles-là, elle dit, je m'en suis rappelée après, puis elle dit, j'étais là en groupe après, parce qu'on les réfère, puis eux autres, s'ils sont franchis, ils vont en groupe pour discuter de ces traumatismes-là. Elle dit, j'ai louangé les policiers, elle dit, la policière, là, elle m'a dit telle chose. Elle dit, on s'est mis à parler des policiers que c'est important, puis c'est de la bientraitance, c'était pas le mot qu'elle avait employé, mais j'ai rien pensé, dans le fond, je m'en suis pas rendu compte. J'ai fait un changement, même si je me sentais vulnérable. Du côté intergénérationnel, en fait, je vais vous livrer quelques témoignages de la part d'adolescents et d'aînés. Donc, une personne adolescente nous a dit, au début, j'avais peur de ne pas savoir quoi dire lorsque j'allais rencontrer l'aîné, mais finalement, je me suis rendu compte que nous avions plein de points en commun. Et nous avons des discussions très naturelles. On s'entend très bien et nous sommes les deux assez bavardes. Donc, nous avons toujours de grandes discussions très intéressantes. Du côté aîné, la facilité à entrer en contact avec l'ado fut surprenante. L'authenticité et le naturel sont très présents. Ce qui me surprend est la possibilité de créer une belle complicité en si peu de temps. Ce qui a surpris un adolescent, c'est les intérêts communs malgré la différence d'âge. La personne a rajouté, je ne pensais pas que j'allais être si proche au niveau des intérêts. Donc, une personne aînée nous a dit, l'énergie transmise en parlant est contagieuse et je me sens bien après avoir communiqué avec mon ado. Ça, c'est intéressant, là, des témoignages comme ça. Un aîné aussi nous a dit, bon, les besoins de base sont tous les mêmes. L'épanouissement de l'individu passe par l'ouverture à l'autre, dans une démarche de respect et d'émerveillement, d'aller à la découverte de l'autre. Donc, comme vous entendez, ce sont vraiment des relations qui se bâtissent et de l'aide qui va dans les deux sens, où chacun amène quelque chose, son ingrédient personnel, ses forces. L'adolescente à ce propos-là nous dit « J'ai toujours aimé cuisiner, mais je n'avais pas de motivation. Je restais à écouter la télévision. Mon projet est de cuisiner à chaque semaine. La personne aînée m'aide à trouver des alternatives santé, mais quand même très bonnes. En retour, je l'aide à faire un projet vidéo. C'est vraiment, les deux peuvent s'aider et tout, ils se sentent utiles. Donc, on le voit, les besoins sont vraiment présents des deux côtés. Puis, je voudrais terminer par un témoignage du responsable de l'Option des Amériques de la Polyvalente des Monts, qui dit « C'est un projet permettant un rapprochement harmonieux et empathique entre jeunes et aînés. Bien sûr, la bienveillance et les encouragements des aînés font que les projets de nos jeunes puissent se concrétiser. Les ados ont besoin d'encouragement dans leur quotidien. » C'est intéressant parce que les aînés ont des besoins, les adolescents, jeunes adultes aussi. Donc, quand ils peuvent s'entraider, là, ça fait des beaux résultats. Alors, c'est bien sûr que pour nous, c'est primordial de prôner la bientraitance des personnes aînées. Alors, ce qui fait qu'ils se sentent du même coup sécurisés, supportés, respectés.
Nous sommes très rigoureux sur cet aspect et puis on a d'ailleurs remercié 2 bénévoles sans hésiter au cours de la dernière année en raison du non-respect de la bientraitance. Alors, notre responsabilité va jusque-là, bien sûr. Nous sommes fiers aussi d'avoir été le premier organisme à signer la charte de bientraitance et nous avons adhéré au programme IPMAV il y a 5 ans. Ce qui fait que nous avons des intervenants de milieux pour aînés vulnérables qui, jour après jour, repèrent, interviennent, informent, dirigent et accompagnent les aînés vers nos services ou ceux d'autres organismes. Nous avons d'ailleurs formé notre brigade de plus de 265 bénévoles, de sorte à en faire nos yeux et nos oreilles, afin de repérer les personnes à risque dans le cadre de leur fonction. Nos partenaires adhèrent également à notre demande. C'est la beauté de la chose. Nos bénéficiaires nous disent souvent à quel point ils se considèrent chanceux de pouvoir compter à la fois sur les services du CLSC et sur ceux de l'entraide bénévole. Fait que pour nous, c'est extraordinaire d'entendre ça et on est sévère, je vous dirais, très rigoureux. C'est tolérance zéro s'il n'y a pas ça. J'ai 2 projets que j'aimerais partager. Alors, le premier, c'est un projet vécu sur le territoire de La Rouge dans lequel j'ai œuvré. Alors, ce projet consistait à recruter des bénévoles pour faire des visites à domicile auprès d'aînés isolés. En à peine 9 mois, nous avons recruté 75 bénévoles et visité 200 aînés d'1 à 2 fois semaine, et ce pendant des années. Puis je vous dirais que la base du succès du recrutement puis de l'engagement des bénévoles, ça vient en premier lieu de cette intention de bientraitance, mais aussi de l'affinité, qui est vraiment à la base de toute connexion. Puis en deuxième lieu, c'est vraiment les rencontres qu'on faisait que je faisais avec les bénévoles. Je les rencontrais 1 fois aux 3 semaines, pendant des années. L'écoute, le soutien, les formations sur l'affinité, les formations sur la communication non violente, les formations sur l'empathie, l'auto-empathie, la clarification, la médiation ont permis à ce groupe d'œuvrer ensemble tout le long. Puis l'impact a été majeur parce que cette bientraitance a offert à 75 personnes aînées une place dans leur communauté, une impression d'être utile aux autres et la reconnaissance de leur talent, puis de leur disponibilité, puis de leur bon vouloir ont permis la transformation d'une collectivité, le ravivement d'une générosité sans pareil. Ça l'a offert à des aînés isolés un réconfort, une écoute, un soutien, une présence, un sentiment d'inclusion, une dignité, un retour à la vie. Le deuxième projet, c'est un projet qui est en cours à la FADOC Laurentide, un projet qui s'appelle « Aînés engagés vieillir vivant ». Alors, depuis novembre dernier, nous avons rencontré donc sur la plateforme Zoom des aînés de tous les âges dans les Laurentides. Nos différentes rencontres en groupe de 8 aînés offrent un endroit pour l'expression et le partage. Et grâce à une approche qui s'appelle Antidote Vie, nous avons appris à guider les aînés à la reconnexion de leur globalité, à leurs valeurs qui se sont éloignées de celles de la société de performance. Nous les avons aussi guidés à reconnaître leurs gains et leurs leçons apprises des transitions importantes de leur vie. Et grâce à l'écoute, à la reconnaissance de chacun, aux divers échanges répondant à leurs besoins, les aînés se sentent plus présents, plus conscients
et plus vivant. Ça leur a permis de découvrir la réalité de leurs sentiments, de leurs besoins, de leur intériorité et de l'impact que cela peut avoir sur leur vie extérieure. Heureusement, j'ai pu observer des changements au niveau de la bientraitance avec les années. C'est très heureux, mais il importe de poursuivre nos efforts en ce sens. Moi, de voir, quand j'allais visiter mon père dans une maison d'hébergement ou d'autres personnes, puis voir des affiches sur les murs de bientraitance, ça me faisait tellement plaisir, ça me faisait chaud au cœur. Je me suis dit, on avance, c'est magnifique. Cependant, j'ai été aussi témoin de scènes désolantes qui s'apparentaient très certainement à de la maltraitance. Parce que c'est très près, hein? Quand tu manques de bientraitance, ça peut devenir de la maltraitance. Alors, qu'afin de contrer la maltraitance, moi, je pense qu'il importe de miser sur des actions pérennes, telles que le dépistage, la sensibilisation, la formation continue, la formation, c'est tellement important, puis de l'éducation populaire. Alors ça, il devrait y en avoir plus encore. Au niveau parmi les principales causes de résistance, moi, je pense l'absence de culture de bientraitance, le manque récurrent de budget, y étant dédié, un surcroît de travail, parce que ça demande des fois un surcroît de travail pour les travailleurs dans les milieux, puis l'absence de mesures de contrôle de vigilance. Alors, il faudrait miser, entre autres, sur ces points. Au niveau de l'évolution, il y en a quand même beaucoup. Les aînés ne sont plus pareils comme avant, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus actifs et pour plusieurs beaucoup plus longtemps aussi, là, en avançant en âge. Ils veulent des possibilités d'implication pour se sentir valorisés. Plusieurs aînés aussi ne se sentent pas aînés. Ça, c'est intéressant. Ils ne sentent pas qu'ils ont besoin d'aide ou d'être pris en charge. Si je peux faire un parallèle avec le projet intergénérationnel, en fait, une bonne partie des aînés pensaient que c'est eux qui allaient aider un adolescent, puis les adolescents aussi pensaient que c'est eux qui allaient peut-être plus aider un aîné. Puis au fil des rencontres, ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient aussi beaucoup aider puis qu'ils avançaient dans leur projet grâce à ça. Donc, c'est intéressant, cette notion-là. Donc, c'est ça, les aînés veulent contribuer, aider à être pleinement actifs dans leur environnement, leur communauté. Donc, c'est important là, pour plusieurs de rester autonomes puis de sentir leur liberté. Il peut y avoir aussi une résistance à demander de l'aide. Si c'est présenté, par exemple, d'une autre façon, par exemple un échange de services ou une relation aidant-aidant, bien, ça passe mieux. S'ils sentent qu'ils sont aidés sur certains points et qu'ils peuvent encore avoir un impact peut-être sur d'autres points, ça va aussi aider. Que ça soit vraiment un échange, une relation dans les deux sens. Ils sont plus enclins à accepter. Il faut que ça soit fait, bien sûr, avec respect, sans que l'aîné se sente rabaissé ou jugé par la démarche. Donc, la bientraitance, ça devrait être d'égal à égal. C'est une relation, les deux font la relation, ce n'est pas unidirectionnel. Tout dépend de la personne et des intentions de la personne qui font des actions de bientraitance envers l'autre. Il y a aussi un plus grand besoin que l'offre actuelle. Donc, il y en a beaucoup qui veulent s'impliquer. Il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes qui veulent aider des aînés. Il y a beaucoup d'aînés aussi qui ont des besoins. C'est peut-être des initiatives qui manquent ou que le pont se fasse. Donc, s'il y en a qui en ont, bien, c'est vraiment un bon moment pour en développer. Au niveau des défis et des résistances, ça dépend de la façon dont l'aide et les services sont amenés. Ça peut être mal perçu. Certains peuvent se sentir infantilisés, jugés ou dévalorisés. Donc, c'est important de défaire les préjugés et stéréotypes, de briser l'idée que l'on aide l'autre. Ça paraît bizarre dit de même, mais plutôt le voir comme un échange, une relation dans les deux sens. Il y a aussi au niveau des défis, les pertes cognitives, c'est sûr, la méconnaissance de la naissance en 2021, puis aussi certains qui n'osent pas peut-être demander ou manifester qu'ils ont des besoins.
Puis le mot proactif, être proactif, je pense que c'est dans les pistes de solution. Moi aussi, je pense que ça fait partie de l'évolution. On est de plus en plus formés. Si je regarde Vision policière, c'est quoi les changements? C'est la formation, je trouve que ça fait partie. L'information, la formation, la connaissance, parce qu'on ne connaît pas un sujet, peut-être pas juste au niveau policier, on n'a peut-être pas les outils adaptés pour intervenir. Policiers, on est de plus en plus formés au niveau communication. Parce que l'intervention, ça fait partie de la communication. Puis la dernière formation, justement, dans le dernier mois, 2 mois, c'est la désescalade pour des gestions de crise, pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Parce qu'on se doit de comprendre c'est quoi chacune des maladies. On n'a pas besoin d'être expert, mais de comprendre qu'est-ce qui vit comme réalité pour mieux intervenir puis amener notre soutien. Il y a eu certains changements parce qu'on en entend parler. Il y a beaucoup de médiatisation puis de transparence. Avant, on n'en entendait pas parler, tout était caché, tu sais. Mais je me demande où on en est aujourd'hui. Les aînés, comme ce que Nicolas disait, vivent de plus en plus longtemps, puis la population aînée augmente. Puis on entend beaucoup parler de plus en plus de maltraitance organisationnelle. Alors, l'urbanisation aussi fait en sorte que les personnes aînées ont quitté leur milieu de vie, parfois même leur famille, et sont allés chercher des soins auprès de gens divers qu'ils ne connaissent pas et qui ne sont pas toujours suffisamment formés dans certains domaines. Alors, prendre conscience donc de la problématique de la maltraitance et la mise en place de la bientraitance sont des pas inouïs dans la bonne direction, mais je dirais qu'on a besoin de continuer donc haut et fort, mais qu'on a aussi besoin de creuser un petit peu plus profond pour vraiment descendre à la source du problème. J'ai beaucoup d'idées là-dessus, là. Il y a aussi le fait qu'en perdant le lien avec les autres générations, l'aidant s'est souvent retrouvé plus seul. On a moins d'enfants par famille. Ça fait en sorte que les responsabilités tombent souvent sur juste une personne. Alors, dans la réalité actuelle, les petits-enfants aussi ont peu de conscience des besoins des grands-parents. Alors, la perte des contacts est significative. Il y a du travail à faire là-dedans, là. Pour que la bientraitance puisse se véhiculer, on a besoin de gens bienveillants, conscients, du monde de cœur dans les lieux de pouvoir pour assurer les grandes orientations nationales de bientraitance et de développement social. On a besoin de mettre des argents aux bons endroits. Est-ce qu'on écoute vraiment les aînés? Parce que je les entends souvent me dire, par exemple, à quel point ils veulent rester le plus longtemps possible chez eux. Si on les écoutait, on réaliserait qu'il y a une expertise dans leur vécu qui vaudrait la peine de reconnaître. Alors, d'après moi, il faudrait revoir aussi l'organisation de tous les soins en lien avec le vieillissement. L'arrivée de ce tsunami d'aînés questionne toute l'organisation sociale. Est-ce que notre regard est global ou courons-nous comme des pompiers pour juste éteindre les feux, par exemple des CHSLD et des RI, en y attribuant 80% du budget? Mettons-nous le focus juste à un endroit? Est-ce que l'accent est placé surtout sur la prévention et pas assez sur la promotion? On a besoin de mettre en place des systèmes pour éduquer parce que le plus gros problème, c'est un manque d'éducation. On a des outils aujourd'hui là, qui sont possibles, mais je trouve qu'on a donc besoin de mettre en place des systèmes pour éduquer, conscientiser autant les aînés que les familles et les soignants. Donc, éduquer à la bientraitance, l'affinité, permettre aux gens de savoir qui ils sont, leur apprendre à reconnaître leurs besoins, à ressentir leurs limites, leur apprendre l'écoute, l'empathie, l'auto-empathie. Les aînés, pour moi, sont les grands oubliés de notre civilisation occidentale. Nous avons à leur redonner une voix, à les écouter. Leur bien-être compte. Il est temps de réaliser qu'ils sont une expertise importante.
On a besoin de diffuser un petit peu, là, organiser donc des milieux de vie pour qu'ils soient en contact avec la société, la famille, les petits-enfants, le multigénérationnel, avec une orientation nationale qui favoriserait de l'aide financière pour venir en aide aux municipalités. Il pourrait y avoir des assouplissements dans les règlements municipaux pour les habitations multigénérationnelles et des crédits de taxes pour toute personne qui se construirait une telle habitation. Ce que je réalise aussi, c'est l'importance des petits groupes. Revalorisons les petits groupes. Le petit groupe, c'est l'unité de transformation. L'esprit de grandeur, la vitesse et la course à la performance ont été des codes visant à garder des vieux systèmes en place. Le désir de faire partie de grandes résidences peut survenir, mais cette forme d'appartenance réduit le pouvoir des aînés. Dans l'appartenance à de grands groupes, on doit souvent sacrifier notre identité propre. Alors, des petits groupes offrent un espace de valorisation de l'unicité de chacun. J'aimerais aussi ajouter que ce mouvement de bientraitance permettra aussi de lever d'autres voiles qui pourraient être traités plus longuement à un moment ultérieur. Ce que je parlais là, de se creuser puis d'aller à la source. Là. Alors, ne nous arrêtons pas là. Quand je regarde l'efficacité, la mobilisation autour de la pandémie et du programme de vaccination mis en place en si peu de temps, je me dis que c'est possible de faire bouger les vraies choses dans la bonne direction. L'humanitude, là, c'est le courant qui relie tout le monde, Madame Carmen, avec votre logo, c'est tellement beau. Soyons humains entre nous. C'est un passe-partout. La porte est grande ouverte à tous. Merci. Ben moi, c'est sûr que j'ai des souhaits, entre autres, que chaque citoyen soit sensibilisé, qu'il devienne défenseur de la bientraitance au travail comme dans son milieu. Alors, chaque citoyen, on devrait se donner ce défi-là d'être défenseur de la bientraitance. Que chaque organisation soit fière et s'enorgueillisse de se faire porteuse de cette culture de la bientraitance. Toutes les organisations. Piste de solution. Alors, rédaction d'un plan de réussite détaillé faisant l'objet d'un suivi serré. Et moi, je suis comme Joanne, je pense que, puis j'en ai parlé dernièrement, puis on voit toutes les belles choses qui se font présentement dans un temps record. Moi, je suis certaine qu'il peut y avoir une suite très intéressante dans ce domaine-là, là, avec peut-être les jeunes, le gouvernement qui est en place. On voit tout ce qui se fait et d'une façon assez rapide. Mise en place d'une campagne de sensibilisation annuelle. Ça, jamais lâcher ça, jamais laisser ça. Dans chaque organisation, nomination d'une personne responsable du suivi rigoureux des pratiques de bientraitance, de même que la tenue à jour au niveau des pratiques les plus prometteuses. Alors, ça prend dans chaque organisation à la tête d'une personne qui y croit, qui est une personne redevable, puis quand la personne à la tête y croit, elle va mettre en place pour son organisation des mesures et tout ça. L'identification d'une personne ou plus par CLST chargée de donner une formation obligatoire sur la bientraitance des intervenants de milieu. Une formation obligatoire dans toutes les organisations. L'instauration d'un système de reconnaissance coup de chapeau aux organismes et entreprises porteurs et défenseurs de la bientraitance. Ça ne ferait pas de tort. Ça serait super positif. Alors, je vous remercie. C'est de présenter les services autrement, faire sentir que les personnes aînées ont des forces, puis que ces personnes-là sont aidées sur un volet, mais ça n'enlève pas le reste, ça n'enlève pas leur impact. Donc, dans le cas d'un projet intergénérationnel, donner une formation,
Nous, c'est ce qu'on a fait. Ça a été vraiment très utile, et du côté ado et du côté aîné, pour exposer les préjugés et montrer les points en commun. Miser sur les points de convergence. Lors de formation, donner des mises en situation concrètes. Ça permet vraiment de bien illustrer les situations, d'outiller les personnes, puis ça marque aussi les gens. Les gens s'en rappellent, ça, après. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant, notre rencontre d'aujourd'hui, d'en discuter toutes les pistes de solutions ou ce qui a été apporté par tout le monde. Ce que je me demande, c'est, à la lumière qu'il y a beaucoup de besoins, est-ce qu'il y a une suite un peu à cette rencontre-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, je ne sais pas, être mis pour pairer peut-être des besoins, que ce soit des aînés, des adultes, des ados qui veulent s'impliquer, être bien traitants? Donc, je lance ça comme ça. Effectuer un éveillement collectif sur la force de la bientraitance et de l'importance de l'implication de chacun. Responsabilité partagée, j'aime beaucoup ces mots. Puis le mot conciliation, parce que autant qu'il y a beaucoup de besoins, puis des fois le rythme va vite en tant qu'aîné, on a besoin de nos enfants pareil, on a besoin de nos amis. Puis des fois, tout ce qui est conciliation, c'est comme moi qui est maman, mes enfants, des fois, ils vont trop vite. Puis je fournis pas. Mais il faut faire des deux côtés. Il faut que des fois, je leur accorde leur vitesse. Puis des fois, je dis, OK, là, il faut que tu respectes. En échange, j'ai besoin, moi, que tu respectes la mienne. Fait que c'est pour ça que je dirais une conciliation, puis un équilibre. C'est ça qui est difficile à avoir. Un équilibre, un respect de chacun, sa propre vitesse. Ça peut être le contraire, ça peut être un parent qui est trop vite, puis l'enfant aussi qui est maman. Relaxe un petit peu. Ça dépend des situations, mais je dirais vraiment un respect, responsabilité partagée. Puis j'aime bien les mots agent multiplicateur. Briser l'isolement, de oser aller dire allez, comment ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Fait que je lance un défi, moi je finis là-dessus, un défi à tout le monde, de faire un petit geste. J'ai un voisin justement qui habite seul, pourquoi pas y envoyer un petit message un matin, un petit post-it, bonne journée. Hein? Un petit geste simple qu'on pourrait faire pour l'image, que si tout le monde sur la Terre mettait un petit 25 cents dans une tirelire, on serait riche. Hein? Fait que je me dis, faire un petit geste, envoyer un petit texte-message à quelqu'un, bonjour, bonne journée, comment ça va? Je pense à toi. Pour faire entre nous autres, se créer un mécanisme social le plus fort d'entraide. Voilà.